Alors, bonsoir à tous, ça le comble, c'est chouette. Donc bienvenue pour cette rencontre autour du climat avec Le Canet qui est à ma droite. Je ne dis pas ça parce que la convention a été initiée par le président de la République. Hein. Mais donc Grégoire Frati, c'est ça. Tu habites où, Grégoire? À Éperon, voilà. Donc en fait, Grégoire a été tiré au sort parmi les 150 citoyens qui participent à la Convention nationale pour le climat qui a été décidée par le président de la République. Voilà. Alors, cette rencontre, ce soir, elle est organisée par l'association Alternatiba à Caen. Donc, je vais tout de suite passer la parole à sa présidente, Martine Montésiac, qui va nous présenter l'association rapidement. Bonsoir à tous. Bon, je suis coprésidente en fait, hein, on est plusieurs. Alors, je vais vous présenter donc Alternatiba et ANV COP21. Donc, ANV, c'est Action non violente. Donc, c'est un mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale. Nous faisons deux constats. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir contre le réchauffement climatique et la menace à moyen terme de la vie sur Terre. Des solutions existent. Alors, Alternatiba veut les faire connaître et les développer. Pour changer le système, pas le climat, donc c'est notre slogan. Pour l'historique, la naissance d'Alternatiba est née au Pays Basque. Donc Alternatiba, c'est la contraction de deux mots, alternative et Bayonne. C'est à Bayonne qu'a eu lieu le premier village, donc qui a eu un grand succès, avec l'appel solennel de Madame Hessel à multiplier les villages en Europe d'ici 2015 pour la COP 21. Donc, éclosion de villages en 2014-2015, plus de 100 villages, dont le 19 septembre 2015 à Caen, et un village mondial à Paris le 5 et 6 décembre 2015 pendant la COP 21. Donc en 2015 et 2018, il y a eu 2 tours Alternatiba à travers la France à vélo, en tandem, tricycle et autres. C'est un symbole de solidarité, d'effort collectif pour mobiliser autour des alternatives au changement climatique. En 2019, on a plutôt été sur le renforcement de la résistance avec une multiplication des actions de mobilisation non violente face au manque de volonté politique et d'engagement des États. En pleine COP25, les 100 portraits de Macron brandis au pied de la Tour Eiffel suite à l'opération Décrochons Macron. Et nous avons aussi participé aux marches pour le climat. Donc notre message principalement, c'est aux citoyens et citoyennes de se mobiliser en masse contre le manque d'engagement des États pour bloquer des projets climaticides et contraindre les décideurs à agir. Donc, à côté de moi, sur ma gauche, il y a Véronique Pigné et Vincent Bisson, qui sont aussi de l'association Alternatiba, d'ailleurs ça se voit. Hein. Et eux vont vous préciser la genèse de cette rencontre publique et son déroulement. Bonjour à tous, oui, c'est mieux. Donc voilà, on est tous réunis ce soir, donc c'était une manière pour faire une rencontre en fait avec Grégoire Fatry, donc qui est un habitant d'Éperon qui a été tiré au sort pour participer à la Convention citoyenne pour le climat. Donc comment en fait on nous est arrivé l'idée donc de cette rencontre? C'est simplement que au départ donc la Convention citoyenne c'est quelque chose de relativement récent, ça a dû démarrer en octobre si je me trompe pas. Et c'est vrai que bon bah au sein des écolos, que ce soit partout en France, mais y compris à Caen, on pouvait avoir soit un peu d'opposition, soit être relativement sceptique, parce qu'il y a des gens qui travaillent sur ces problématiques-là depuis des années et des années, et puis on voit que ça avance peut-être pas assez vite. Et puis d'un autre côté, c'est vrai qu'on peut être aussi emballé par le fait qu'il y a enfin quelque chose, une innovation en fait démocratique, parce que tirer au sort des gens comme ça, les réunir au sein d'une assemblée, eh ben, c'est quelque chose de nouveau et qui peut peut-être aboutir vraiment à des propositions qui soient réellement mises en place et puis surtout qui soient aussi acceptées tout simplement par les Français parce que par exemple typiquement la taxe carbone elle a été rejetée on va dire par la majorité des Français, donc on se rend bien compte qu'il y a besoin de beaucoup de débats sur ces questions-là pour aussi tout simplement agglomérer la justice sociale avec la transition climatique. Donc c'est vrai que moi j'étais relativement emballé à cette idée de convention citoyenne, donc j'ai commencé tout simplement à suivre un peu ce qui se passait. Il faut dire que c'est très transparent, tout est enregistré, la plupart des plénières sont systématiquement disponibles en ligne en direct. Et donc c'est en suivant ensuite les quelques, on va dire, tirés au sort qui se sont médiatisés sur les réseaux sociaux que j'ai pu échanger un peu avec Grégoire, lui faire part voilà, de ce que je en pensais. On était plusieurs, et puis pour eux, en fait, je me suis rendu compte qu'ils demandaient que ça, d'être alimentés
par les gens du milieu associatif, par les autres citoyens, parce qu'après tout, c'est que des citoyens comme nous qui ont juste été tirés au sort et qui ont accepté de remplir cette mission-là. Donc effectivement, c'est intéressant qu'on puisse leur donner des informations. Et donc c'est comme ça un peu que ça s'est lancé. Avec Grégoire, on a proposé de faire la réunion. Et nous voilà ce soir. Alors juste pour faire un petit rappel sur la Convention citoyenne pour le climat en elle-même, faut savoir que l'objectif de la Convention citoyenne, c'est vraiment de sortir des propositions de loi assez concrètes. Les 150 doivent se mettre d'accord. Et ensuite, l'objectif, c'est que ça soit transformé sans filtre, donc soit par référendum, soit par les députés, soit directement par décret. Et l'objectif de ces propositions, c'est de réduire en fait les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030 par rapport à 1990. Donc c'est ça l'objectif officiel de la Convention, dans un esprit de justice sociale très important, effectivement, Grégoire. Et en fait, rien que cet objectif-là, il faut avoir en tête qu'on parle d'émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français. Donc c'est un objectif qui n'est pas suffisant quelque part, parce qu'en fait, ce qu'il faut réduire, c'est notre empreinte carbone. Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre qui sont liées aux importations. Et donc ça, c'est vrai que c'était un des points que j'avais relevé. Et puis j'ai l'impression qu'il a été bien, en tout cas, qui est dans la tête de la plupart des tirés au sort. Et donc ils vont essayer de dépasser cet objectif et on compte sur eux pour ça en tout cas. Voilà, je vais passer le micro à Fabienne. Bon, alors Grégoire, maintenant c'est toi qui vas nous expliquer tout ça. On a vraiment tous envie de savoir, d'en savoir un peu plus sur toi déjà, et puis comment tu as ressenti les choses quand tu as été tiré au sort. C'est quand même pas commun. Donc oui, donc moi je m'appelle Grégoire, donc je viens d'Éperon, j'ai 31 ans, j'ai une petite fille d'1 an. Pour vous retracer mon parcours, moi je travaille plus dans l'insertion, le milieu associatif, mais plutôt dans le domaine de l'emploi. L'environnement, c'est pas un sujet qui m'était particulièrement à cœur. Comme tout le monde, je fais un petit peu attention, mais maintenant j'en ai conscience, je peux faire beaucoup plus, je pouvais faire beaucoup plus. Donc j'ai été tiré au sort, j'ai reçu un texto qui m'a demandé est-ce que je voulais participer à la Convention citoyenne pour le climat. Je savais même pas ce que c'était. Enfin moi j'ai été tiré au sort, je fais partie de cette masse de Français, je savais pas ce que c'était. J'ai dit oui, plus par civisme. Puis après il y avait la notion de climat, je me suis dit bon j'ai peut-être quelque chose à dire, on donne la parole aux citoyens. Donc je me suis beaucoup renseigné, j'ai accepté. Donc j'ai commencé les travaux pour cette Convention citoyenne. Donc on a déjà eu 4 week-ends, il nous en reste 3. Pour vous récapituler un petit peu nos travaux, en fait, on rencontre énormément d'experts. Parce que oui, effectivement, il y a des personnes qui travaillent depuis 40 ans sur le sujet, depuis 50 ans sur le sujet, et qui ont en fait des propositions. Mais l'idée, c'est que ces propositions, parfois, elles sont antagonistes, parfois, elles sont un peu déconnectées d'une réalité de terrain, parfois, elles sont pas socialement justes. Et donc, l'idée, pour nous, en tout cas, c'est l'idée qu'on se fait un petit peu de notre mandat, c'est de trouver les bonnes mesures qui seraient acceptables par les Français. Et c'est là, en fait, où on va apporter notre petite plus-value de citoyen, avec ce bon sens citoyen, c'est-à-dire que, la taxe carbone pouvait être une très bonne idée écologique sur le papier, mais qui, finalement, sur le terrain, n'était pas forcément ce qu'il fallait. Alors oui, idéalement, et pour moi c'est l'objectif de ce soir, et je vais essayer d'être très court parce qu'en fait j'ai surtout envie de vous entendre, c'est qu'on s'alimente chacun de ces territoires, de notre entourage, de notre sphère professionnelle, privée, et on a besoin d'entendre les gens qui justement travaillent depuis des années sur ces thématiques. Moi je suis en Normandie, mais je ne me prétends pas pouvoir représenter tous les Normands. J'ai besoin d'entendre le maximum de Normands qui ont des capacités de me donner des spécificités, des coups de gueule, des recommandations, parfois des « attention, ça ne faut pas le faire ». J'ai besoin de l'entendre, j'ai besoin de m'alimenter parce que, effectivement, moi je suis tiré au sort, j'ai rien demandé à personne. Certains disent que j'ai beaucoup de chance. Moi je trouve que j'ai quand même une certaine charge sur les épaules parce que si on arrive à faire des vraies propositions et le président nous l'a rappelé vendredi parce qu'on a pu l'auditionner pour lui poser des questions et lui demander de nous préciser les choses. Il nous a garanti qu'on pourrait proposer des référendums sur le climat sans filtre. C'est-à-dire que nous, 150 citoyens, on va pouvoir écrire des propositions qui vous seront soumises à vous tous, Français, directement. Et ça, pour nous, c'est important parce que l'idée, c'est pas que ce soit repris entre guillemets par une volonté politique, c'est que tout le monde s'empare du sujet et tout le monde se pose la question. Donc ça, c'est, on va dire, une de nos ambitions. Après, pour le reste... il ne nous reste plus qu'à travailler, et pour ça, on a besoin de vous. J'ai besoin d'en apprendre surtout parce que moi, je ne suis pas un expert du sujet. Depuis 3 mois, je suis en train tout doucement de le devenir, parce que malgré tout, on a auditionné des centaines d'experts, que ce soit des entreprises, de la société civile, des associations, des personnes engagées dans l'écologie depuis des dizaines d'années.
on entend beaucoup de monde. Mais malgré tout, il y a ce besoin d'entendre aussi le terrain. Et je pense que c'est là, ce soir, ça peut m'apporter la plus-value. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Comment ça se passe un peu à l'intérieur de la commission, pas seulement dans les auditions, mais entre les personnes qui sont tirées au sort? Est-ce que vous avez des discussions entre vous, éventuellement au sein de la commission, mais aussi au café après Bien sûr. Quel est l'état d'esprit général? En fait, depuis 3 mois et demi qu'on travaille, en fait, on travaille pas que les week-ends où on se retrouve à Paris, dans les beaux locaux du CESE. En fait, on essaye de se retrouver, de discuter entre les sessions, entre nous. Et on n'est pas tout le temps d'accord, hein, je vous rassure. En fait, statistiquement, on représente une mini-France. Et donc, forcément, on n'est pas tous d'accord. Alors, on s'engueule, on débat, on arrive à se confronter sur des idées. Quand on sent qu'il y a des sujets qui font trop divergence, on les met de côté pour essayer d'avancer sur ce sur quoi on peut avancer. On reprendra les autres sujets plus tard. Donc effectivement, c'est une expérience de vie qui est assez fantastique parce que on se connaît pas et on avance ensemble. Et donc on travaille beaucoup à distance parce qu'on va pas se faire des déplacements à chaque fois. On travaille beaucoup à distance. On peut auditionner qui on veut. C'est-à-dire que par exemple, il y a 2 mois, on a dit on veut entendre Nicolas Hulot. Il a fait des propositions. On veut l'auditionner. On l'a obtenu. On l'a eu. Quand on veut obtenir des experts dans le bâtiment, mais aussi dans les matériaux biosourcés pour la rénovation, on les a obtenus. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop orienté parce que je sais que c'était une crainte que nous-mêmes nous avions sur quelles informations nous seraient présentées. Et la preuve en est ce soir. C'est-à-dire que ce soir, c'est moi qui ai choisi de rencontrer un certain type d'association, de venir vous voir, de vous demander de l'information. C'est parce que, effectivement, on est libre de prendre l'information où on le souhaite. Et ça en fait partie ce soir, mais durant la convention également. Et alors, une dernière question. Vu de l'extérieur, on a l'impression que cette commission qu'on aurait pu prendre pour un comité théodule et comme une manœuvre très politicienne comme on en a l'habitude, on a l'impression que les gens qui sont à l'intérieur se la sont appropriés quelque part, qu'ils ont un petit peu pris le pouvoir, qu'ils ont obtenu 3 mois de délai supplémentaire. Est-ce que ça c'est une réalité ou pas ? Alors en fait, on n'a pas obtenu 3 mois supplémentaires, on a obtenu une session supplémentaire. Mais oui, effectivement, les citoyens se sont emparés de l'objet parce que l'idée c'était qu'on ne soit pas enfermé par les organisateurs. Parce qu'effectivement, il y a un comité de gouvernance qui est là pour nous aider dans notre organisation, mais c'est les citoyens qui font la chose de cette convention citoyenne. C'est pas les personnes nommées par le ministère ou de la société civile, c'est les citoyens. Et oui, on s'approprie, mais c'était d'ailleurs une volonté à l'origine, c'était qu'on s'approprie notre outil et que ce soit nous qui faisions des propositions. On n'est pas là pour signer les propositions de telle ou telle personne. On est là pour vraiment faire notre organisation, nos propositions. Et oui, on s'est approprié la chose, mais je pense que c'est rarement mauvais signe quand les citoyens s'emparent de la chose publique. En tout cas, c'est une position. C'est quelque chose qu'on défend depuis longtemps. Ouais. Et est-ce que vous serez déçus si jamais à l'arrivée vous sentez que vos propositions sont pas retenues, ou est-ce que c'est quelque chose que vous gardez à l'esprit ou pas ? On sera déçus, et je dirais même plus que déçus. Je pense qu'il y aura des coups de gueule si on n'est pas écouté. L'avantage, c'est que le président, on va lui remettre un rapport avec des préconisations. Il s'est garanti sans filtre à potentiellement proposer un référendum. Moi, je le souligne, mais potentiellement, pour moi, c'est le levier important. Il est censé nous rendre une copie. Et nous, si cette copie ne nous plaît pas, on se retrouvera à 150 pour le dire. Pour vous dire, attention, là, il dénature nos propositions. C'est pas ce que les citoyens veulent vraiment. On pourra le dire. En revanche, s'il suit nos préconisations, on le dira aussi. On ne s'accroche pas à une dimension politique, on s'accroche à une seule dimension, c'est la dimension environnementale. C'est vraiment notre focus. Et même, ce qu'on souhaiterait, c'est que tout le monde s'empare du sujet pour que ça ne soit pas un sujet politique. Mais oui, on s'attend potentiellement à être déçu. Mais aujourd'hui, on travaille avec la parole donnée. On va essayer d'y croire parce que si on n'y croit pas, c'est plus compliqué d'avancer. On aura tout le temps de se plaindre en avril si on n'était pas écouté. D'accord, écoute, tu vas pouvoir souffler un petit peu. Maintenant, le temps, c'est Patrick Picard de chez Attac. Patrick Picard doit nous souligner les points sur lesquels notre vigilance s'impose par rapport à la Convention nationale, si j'ai bien compris. Alors, je le fais parce que je fais partie d'Attac qui s'est beaucoup penché sur des problèmes liés aux lois et l'application des lois à travers les différents traités qui ont été mis en place et qu'on n'aime pas trop. Je parle du TAFTA et des choses comme ça. Et puis aussi parce qu'on a observé quand même un petit peu un certain nombre de choses qui se passent pour refuser les lois. Entre autres, mettre en avant les problèmes de financement. Et donc, à propos du financement, qui est donc un sujet qui permet de refuser une loi à différents stades de sa conception, il y a une chose qu'il faut absolument refuser, c'est cette idée que c'est important.
Parce que les finances, il y en a toujours. Simplement, le gouvernement, par différents moyens, utilise ce moyen pour refuser une loi. Et le moyen le plus clair de le voir, c'est que, par exemple, il y a 100 milliards de dettes fiscales qui ne sont pas récupérées tous les ans, qui ne sont pas récupérées par l'État. C'est une somme qui est colossale, qui boucherait plein de trous, y compris le trou actuel pour l'année 2009 du budget, qui est de 56 milliards. Et donc, il ne faut pas que vous laissiez impressionner par ça. C'est par contre, je crois, mais peut-être vous allez me le dire, une des questions qui a été envisagée dans les parties transversales de la Commission. Exactement. Et en plus, vous avez de la chance, je faisais partie de cette équipe transversale au sein de la Commission. On est tiré au sort, mais j'en fais partie. Je fais partie de 2 équipes transversales, la Constitution, parce qu'on y réfléchit, et les financements. Donc oui, sur les financements, on y a réfléchi, on a rencontré des experts qui nous ont montré quels étaient les leviers de financement, et on commence à voir les leviers de financement qui seraient mobilisables. Parce que l'idée, c'est de faire des propositions, mais c'est aussi de les financer, justement pour éviter ce que vous venez de dire, c'est de se faire retoquer parce que nos propositions ne seraient pas sérieuses pour des raisons financières. Donc oui, il y a des sources de financement qui sont trouvables. Vous l'avez très bien dit sur l'évasion fiscale. Il y a aussi les niches brunes, par exemple, qui sont des niches fiscales qui polluent. C'est bête, mais on redonne de l'argent, mais en fait, c'est pour des choses qui polluent. Donc ça, c'est des choses qui sont mobilisables. Il y a le fait de cibler la taxe carbone, par exemple. Exactement. Il y a aussi les taxes sur les transactions financières qui ont été à la création de la TAC et qui ne sont toujours pas efficaces alors qu'elles sont demandées depuis 20 ans, qu'elles ont été acceptées même par l'Allemagne à un taux plus élevé que ce qui a été après accepté par la France, qui avait dit avant qu'elle voulait ces taxes, mais au moment où l'Allemagne a dit ce qu'elle voulait, elle a dit « Oh non, c'est trop cher, il faut plus bas », et entre autres qui a supprimé le pire de ces transactions financières, celles qui s'appellent le trading haute fréquence, qui n'ont plus aucun rapport avec le marché, qui sont uniquement faits pour faire de l'argent sur le dos des gens qui travaillent vraiment dans le marché. Effectivement, donc tout ça pour vous dire que ces sujets, vous inquiétez pas, on les traite. Et il y a un autre levier qu'on a aussi évoqué lors de la convention, c'est potentiellement l'endettement, parce qu'on peut investir pour le climat. Le climat et la crise environnementale peut nous coûter potentiellement très cher à l'avenir. Investir dans le climat, c'est faire des économies plus tard. C'est aussi potentiellement pas si coûteux que ça en termes de justice sociale pour les Français. Et en plus, aujourd'hui, les taux sont tellement bas pour les États. Ça fait partie des leviers parmi les autres. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'on y réfléchit. Et en tout cas, on fera des propositions qui seront financées. Et encore une fois, moi j'aime toujours à le répéter, la justice sociale est au cœur de notre mandat et on ne fera pas des propositions qui feront payer ceux qui ne peuvent pas payer. Et ça, c'est très très important. On va d'abord prendre 3 questions. On y répondra, et puis ensuite on essaiera de faire 3 par 3 avec le temps qui nous est imparti. Donc c'est Martine qui est en vert qui va passer les micros. Donc on en a déjà 3 là, une là-bas, une là-bas. Donc on commence par les 3 premières. Bonjour. Alors moi la question que je me pose c'est est-ce que vraiment sérieusement on peut faire quelque chose dans le cadre du traité de l'Union européenne qui impose le néolibéralisme grossièrement. Et c'était d'ailleurs un piège parce que quand on lit le traité de l'Union européenne, ça commence par reprendre les droits de l'homme qui dépendent du Conseil de l'Europe en fait. Mais après, il y a toute la théorie économique qui est imposée. Et le néolibéralisme, c'est quand même c'est la recherche du profit pour le profit. Bon. Et l'autre question, c'est... non, vous en posez deux. Ça ne pas l'Union européenne, parce que l'autre question, c'est aussi un point de vue international. On ne peut pas rester dans une organisation militaire qui est l'OTAN, qui agit par la force. Le droit international, c'est l'ONU. Donc également, pensez-vous que si vous voulez réformer au niveau planétaire la défense de la nature, du climat, etc., il faut également changer le paradigme de l'organisation mondiale, arrêter de... Bon, on va essayer de revenir à des choses plus proches de nous. Si vous pouvez passer le micro à votre voisin, je crois qu'il y a une question également. Bonjour, moi je vais poser une question beaucoup plus technique en fait, qui concerne l'artificialisation des sols et l'étalement urbain. On s'est rendu compte que les communes en France sont extrêmement nombreuses, il y en a beaucoup et qui sont petites, qui se font concurrence les unes avec les autres. Et il y a un certain nombre de géographes urbanistes qui disent que c'est une des causes de l'étalement urbain en France, qui est plus important que dans certains pays,
parce qu'au lieu de tenir compte de bassins de vie avec les emplois, les services et l'habitat, on a étalé. Alors la loi Elan 2014 a commencé à rectifier un peu ce problème en permettant que l'on donne la compétence PLU, c'est-à-dire plan d'occupation des sols, aux intercommunalités. Mais il y a actuellement une possibilité de minorité de blocage. Et lorsqu'on a des communautés urbaines où on a, alors je vais vous donner les chiffres plus précis, lorsqu'on a 25% des communes représentant 20% au moins de la population qui s'y oppose, on ne peut pas le faire. Et les communes entre elles peuvent continuer à se faire de la concurrence, donc plus de centres commerciaux, plus de lotissements, etc. Donc ma question, c'est est-ce qu'il serait possible d'achever le dispositif de la loi Elan pour rendre en fait obligatoire la compétence PLU dévolue aux intercommunalités, c'est-à-dire au bassin de vie. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Mathieu et je voudrais savoir une question. En fait, doit-on rester dans l'Union européenne, sachant que l'article 63 impose la libre circulation entre les pays membres et les pays tiers, que l'État ne peut pas s'y opposer? Quand on veut imposer une taxe comme les transactions financières, alors que c'est incompatible avec les traités, ou autrement, le président de la République se heurte à l'article 5 de la Constitution qui dit que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Et peut-on changer l'Union européenne, sachant qu'il faut 28 fois 2 avec les référendums obligatoires en Irlande, changer les traités de l'Union européenne ou y rester? Alors voici ma question. Doit-on rester dans cette Union européenne néolibérale qui est statistiquement impossible de réformer, alors que pour le réformer, il faudrait un jour sur 380, soit jamais? Merci. Bon, alors donc on a deux questions qui concernent le cadre de l'Union européenne, donc le fait que les traités effectivement empêchent d'agir. Alors, est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous avez trouvé le moyen de contourner ça? Alors oui, on en a beaucoup parlé, on a demandé de rencontrer des experts sur cette thématique. Effectivement, c'est une question centrale qui s'est posée parce qu'on le voit bien, que ce soit à travers des négociations. On a beaucoup, nous, par exemple, évoqué le CETA. On s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour bloquer le CETA qui est en train d'être ratifié et qui nous semble une hérésie en termes environnementaux. On les a évoquées, ces questions. Plusieurs pistes de réponse. Je ne me prétends pas expert en relations internationales et là-dessus, moi, je ne vais vous donner que ma voix. Je pense qu'il y a des choses déjà à faire dans l'Union européenne, parce qu'en fait, dans l'Union européenne, déjà, la France est loin d'être le bon élève. C'est-à-dire qu'il y a quand même la France a plutôt tendance à être derrière, et déjà, ce serait déjà un premier pas qu'on arrive à être au même niveau que certains autres pays européens qui font beaucoup d'efforts. Après, oui, effectivement, l'Europe, c'est pas l'alpha et l'oméga. On sait très bien l'économie de marché qu'il y a derrière, on sait très bien que le libéralisme. Là-dessus, c'est peut-être des sujets qui vont dépasser cette convention citoyenne, dans le sens où on est vraiment sur un mandat très spécifique sur le climat. Là, c'est des discussions qui sont peut-être plus profondes, qui sont peut-être plus poussées. Je ne pense pas qu'on puisse se prétendre à les aborder complètement. Je vois la question qui est la vôtre, hein. Je sais les conséquences qu'elles peuvent avoir. C'est peut-être des questions qui arriveront dans un second temps. Si un élan environnemental est posé, repenser notre manière de consommation, là, peut-être qu'on pourra y arriver. Donc voilà, je sais que c'est un peu une non-réponse, mais en tout cas, j'essaye de vous dire que il y a quelque chose à jouer déjà dans l'Union européenne, et l'après ou le post, ce sera à vous de le construire, à nous de le construire ensemble. On essaiera de faire au mieux, et puis voilà. Sur l'international, c'est pareil, les accords internationaux. Le président de la République nous a dit vendredi qu'il s'engageait à prendre des délégations de citoyens pour les futures négociations européennes et internationales. C'est-à-dire qu'il s'engage à prendre notre voix. Après, qu'est-ce qu'il y a derrière? Si c'est juste pour qu'on fasse des quorums, on fera attention. Il vous a quand même dit qu'il n'était pas question de toucher au CETA, globalement. Hein. Et parce qu'on lui a posé la question, hein, on lui a dit concrètement, est-ce qu'on peut faire un moratoire sur le CETA? Il nous a dit, non, c'est trop tard, c'est pas moi qui l'ai signé. Voilà. Je vous laisse réagir, moi j'essaye d'être neutre. Alors, il y en avait une question sur l'artificialisation des sols. Oui. Là, qui était, alors, c'est une de nos grandes thématiques, l'artificialisation des sols. Donc, on est dans un groupe de travail. Moi, je suis dans le groupe Se Loger. Donc, l'artificialisation des sols, c'est une de nos 3 grandes ambitions. On a 3 ambitions dans Se Loger. C'est tout ce qui est la rénovation énergétique, la rénovation globale,
Le deuxième pilier, ça va être changer les pratiques du secteur du bâtiment. Et le troisième levier, et la troisième ambition, c'est l'artificialisation des sols. On sait qu'il y a quelque chose à jouer. Et sur la question bien précise, c'est oui, on a bien conscience qu'il y a des choses à jouer sur le PLU, le PLUI, qu'il y a des leviers à changer. Et là-dessus, on y travaille. On va faire des propositions très concrètes dessus, aussi pour essayer de pousser la non-artificialisation des sols, pour déjà se baser sur l'existant. Sur l'existant, il y a déjà beaucoup à faire. Arrêter de s'étendre, peut-être densifier un petit peu, même si ça n'est pas à la mode, même si on a tous envie d'avoir notre maison, notre jardin, essayer de changer un petit peu cet esprit pour essayer de laisser de la place à la biodiversité, de laisser de la place aux champs, de laisser de la place aux forêts, et réimplanter aussi ces forêts, ces champs, ces sphères naturelles dans les environnements des villes. Là-dessus, oui, il y a des leviers à jouer. La loi Elan, on est dessus. On sait qu'il y a des choses, des leviers. On est en train d'écrire des propositions. Moi, je ne peux pas vous donner de propositions aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas votées par les 150. En avril, vous verrez. Mais en tout cas, tout ça pour vous répondre que oui, c'est bien dans notre esprit. On a des experts qui travaillent dessus. Dans notre groupe sur le jeu, on a de la chance d'avoir des urbanistes et même un maire d'une très petite commune qui, justement, nous a bien soulevé cette problématique. Donc, elle est dans notre tête et on va tout faire pour essayer d'y répondre au mieux. Alors, tu pourras peut-être tout à l'heure discuter, puisqu'il y a quelqu'un de l'ADEME qui est là, parce que l'ADEME a écrit un article très récent, justement, sur le fait qu'aujourd'hui, par rapport à la transition écologique et énergétique du bâtiment, il était beaucoup plus intéressant et moins coûteux de travailler sur le bâti existant en rénovation que de construire des logements neufs sous forme de lotissement, etc. Ce qui fait hurler l'industrie du bâtiment, et qui, si ça vous intéresse, dans Capital, ce genre de... Vous allez trouver justement la contre-attaque par rapport à ça. Et bien justement, on a eu cette chance-là, c'est de les auditionner en même temps. On a eu l'ADEB et on a eu la Fédération Française du Bâtiment. Et on a eu des... Donc on les a mis dans la salle et on les a fait débattre. Et oui, effectivement, on a entendu ça. Et on en a tiré nos conclusions. Et nos conclusions, j'ai un peu de vous les pister. On va essayer de faire avec l'existant, on va essayer de moins artificialiser. Et voilà. Alors, monsieur... Oui, bonjour, merci d'avoir organisé cet échange. Moi, je suis Mathieu Fleury, je suis directeur d'une association régionale qui s'appelle Biomasse Normandie, qui travaille dans le développement des énergies renouvelables sur le territoire, et notamment la première énergie renouvelable de France. On ne le sait pas, mais c'est le bois énergie. Et puis, j'interviens également en tant que président du CIB, le comité interprofessionnel du bois énergie. On a sollicité d'être auditionné auprès des 150 en tant qu'expert. Pour le moment, on n'a pas de retour. Donc, c'est un premier point que je voulais évoquer avec vous. Juste des petites pistes un constat aujourd'hui, le bois énergie, avec l'arrêt de la taxe carbone, est en perte de compétitivité. On n'arrive plus à développer des projets. Parce que, collectivement, chacun d'entre nous, on veut qu'en plus d'être renouvelable, cette énergie, elle soit moins chère. Ça, c'est un problème en soi à résoudre. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien se dire à coût équivalent, on la prend parce qu'elle est renouvelable, mais nos décideurs, les directeurs de maisons de retraite, les directeurs d'hôpitaux, la région, avec ses lycées, aujourd'hui veut et exige que ce soit moins cher pour s'engager dans le renouvelable. Or, du coup, l'arrêt de cette taxe carbone, enfin l'arrêt de la hausse, fait qu'on a une perte de compétitivité. Donc ça, je pense qu'il y a une vraie suggestion, ce serait de la remettre, avec une vraie explication derrière, une vraie redistribution sur les territoires pour ceux qui sont dans des impasses, le fuel et les transports, etc. Il y avait eu un manque de redistribution sur le territoire vis-à-vis de cette taxe carbone, mais je pense que pour les énergies renouvelables, c'est indispensable si on veut aller vite. C'est le seul outil qui permet d'aller vite et rapidement sur le déploiement des énergies renouvelables. L'autre sujet que peut-être pas grand monde ne sait et que je vous invite à proposer comme suggestion, c'est d'arrêter toutes les aides aux énergies fossiles. Aujourd'hui, pour un équipement bois aidé, il y en a 10 au gaz qui sont aidés. Donc ça, c'est juste qu'on le sache par des différents systèmes d'aide, des crédits d'impôt ou des certificats d'économie d'énergie. Donc ça, c'est des choses qui font des économies d'énergie pour l'État et qui arrêtent de consommer des énergies fossiles et qui permettent de développer les énergies renouvelables. Voilà. Oui, je m'appelle Lionel Marie. Donc je voulais dire que concernant la capacité ou la volonté du président de la République actuelle de changer le système capitaliste, j'ai aucune illusion. Bon, voilà, comme ça c'est clair. Tu disais que tu sièges au Palais d'Iéna, au CESE, et jusqu'à l'année dernière, j'étais membre du Conseil économique, social et environnemental, donc j'ai une certaine expérience des rapports avec le gouvernement, y compris du gouvernement actuel. Puisque j'ai fait beaucoup de rapports, j'ai fait beaucoup de propositions, de préconisations, et j'ai pu voir que malheureusement, beaucoup sont restés dans les tiroirs. Et ma question est la suivante. Quelles sont les garanties que vous avez, du point de vue du président de la République,
de ce que le travail que vous allez faire et les préconisations que vous faites seront suivies d'effet. Donc, Béatrice, en fait, en Normandie, on est dans une des régions les plus nucléarisées au monde, voire la plus nucléarisée au monde, avec l'équivalent de 110 cœurs de réacteurs nucléaires à La Hague. Donc, c'est pas négligeable. Actuellement, on est en fin de vie des réacteurs actuels. Et si on décide de ne pas arrêter le nucléaire, ça veut dire qu'on décide quelque part, passivement, de continuer pendant 50, 60, 70 ans à nouveau. Ce qui veut dire mettre 200 milliards d'euros au minimum sur la question. Et ces 200 milliards d'euros qui ne vont pas dans la transition écologique. Et donc, j'ai deux questions à poser. Un, pourquoi, à votre avis, est-ce qu'on parle de convention citoyenne pour le climat et pas de convention citoyenne pour la transition écologique? C'est bien pour laisser le nucléaire de côté alors que le nucléaire siphonne l'argent de la transition écologique. Et la deuxième question, c'est, à votre avis, pourquoi est-ce que vous mettez ce qui cause divergence de côté? Et je pense qu'en mettant ce qui cause divergence de côté, il y a quand même une tentation d'éviter de trop parler du nucléaire. Et est-ce que vous parlez du nucléaire ou est-ce que c'est une question que vous mettez de côté? Voilà. Bon, alors on va reprendre au début. Donc, la question de biomasse, elle Bien porte sûr. Sur la taxe carbone. On en a parlé tout à l'heure. Exactement. J'entends bien déjà votre demande d'être auditionné, et moi je l'entends et je suis content de vous entendre en tout cas ce soir. C'est vrai qu'on reçoit des centaines et des centaines de sollicitations, on rencontre des centaines de personnes, et malheureusement je sais qu'on ne peut pas rencontrer tout le monde, que ça fait beaucoup de frustration, mais en tout cas n'hésitez pas à m'interpeller directement, que ça soit là, mais même qu'on se rappelle plus tard. Je l'ai fait avec beaucoup de structures normandes d'ailleurs qui avaient besoin, qui avait des choses à me dire. Moi je suis là pour ça, justement pour faire ce relais qu'on peut pas faire toujours à 150. Sur la question de la taxe carbone, également c'est un point de débat, et en fait les points de débat, on les met de côté dans le temps du débat où c'est passionnel, mais elles font partie de notre réflexion. On ne les met pas de côté totalement. Et la taxe carbone, même si c'est un sujet de débat, elle est évoquée. On travaille dessus. On essaye de trouver les bonnes manières de faire une taxe carbone. Parce que la taxe carbone, sur le papier, ça reste quelque chose de très bien. Le pollueur-payeur, il y a quand même une réflexion qui est pas bête. Après, il y a le côté de justice sociale. Et c'est pas facile de la faire, parce que si c'était facile, ce serait déjà fait. Donc voilà. Donc on travaille dessus. C'est pas... Il y aura des choses, je pense, qui seront proposées autour de cette taxe carbone. Après, le mot taxe carbone, parfois, crispe. Donc peut-être on trouvera une autre appellation, mais l'idée, ce sera effectivement de pousser les énergies renouvelables. Et ça rejoint aussi la question un petit peu sur le nucléaire, même si j'y reviendrai après. Mais c'est ce vers quoi on veut aller, en tout cas les énergies renouvelables. C'est qu'on peut faire beaucoup d'énergie. Il y a besoin d'investissement, de beaucoup d'investissements, que ce soit sur le stockage, sur la production, sur la manière dont on l'amène dans les foyers ou dont on l'amène dans les entreprises. Donc oui, il y a des choses à faire. Et là-dessus, on travaille sur des gros leviers d'investissement, des gros leviers d'incitation aussi, parce que oui, effectivement, ça coûte plus cher. Moi, j'ai voulu changer de fournisseur pour passer sur un fournisseur électrique. La facture qu'on me proposait était 10% plus chère. Je l'ai fait par engagement, mais tout Français ne peut pas le faire. Donc, essayer de trouver les manières à inverser la tendance, que ça soit peut-être 10% moins cher de passer sur du renouvelable. Donc voilà, on va essayer de trouver des leviers. Je ne dis pas qu'on va tous les trouver, mais en tout cas, là-dessus, vous inquiétez pas, c'est dans nos esprits, et vous me le rappelez ce soir, je le renote. Ce sera bien pris en compte dans nos travaux. Et il a aussi, le monsieur de Biomasse a fait appel à votre vigilance quant justement aux aides aux énergies fossiles, parce qu'on a vu l'épisode avec Total, avec la raffinerie de la Med et de Exactement. Voilà, et de l'huile de palme, et en fait quand ils peuvent pas sortir par la porte, ils rentrent par la fenêtre. Enfin... C'est des dizaines de milliards d'euros, parce qu'on a demandé à nous le faire financer. En fait, au sein de la Convention citoyenne, on a accès à différents groupes d'experts qui sont là pour répondre à nos questions. C'est-à-dire qu'on a des groupes d'universitaires, de chercheurs, de la société civile. Quand on se pose une question bien précise, ils sont là pour nous donner les faits. Et on l'a fait chiffrer, justement. C'est ce qu'on a appelé, nous, les niches brunes, ou ces investissements, justement, d'énergie fossile, et qui sont très polluants. Et ça, justement, ça fait partie des premiers leviers de financement. Je pense qu'on va se saisir pour dire, on va inverser, on va transformer ces niches brunes en niches vertes. C'est 15-20 milliards, on va les donner ailleurs. On va arrêter de les donner à ceux qui polluent pour les donner à ceux qui empêchent la pollution ou qui, justement,
en plus d'être neutre, parfois arrive à encaisser du carbone. Donc voilà. Alors on verra donc à l'arrivée si la Convention citoyenne arrive à être plus forte que les lobbies qui manifestement ont leurs entrées au plus haut niveau de l'État. Exactement. C'est pas pour rien qu'on demande le référendum. C'est pas pour rien qu'on demande le référendum pour des grandes mesures. Alors justement, puisqu'on est là, il y a une question qui a été posée par rapport aux garanties que vous a apporté ou vous apportera Emmanuel Macron, et de quelle manière un petit peu vous réagissez par rapport à ça. Et j'entends très bien ce que tu dis du CESE, j'entends très bien ce que nous ont dit des sénateurs ou des députés. Écoutez, ça fait 40 ans, 30 ans, 20 ans que nous on essaye de faire des choses, on n'y arrive pas. Pourquoi vous, 150 citoyens, et c'est souvent d'ailleurs dit avec une petite connotation négative, vous y arriverez. Pourquoi vous ? Alors que voilà, vous n'êtes pas des experts. Bah, on essaye en tout cas. Je dis pas qu'on va y arriver, hein. Je dis juste que ça vaut le coup d'essayer. Donc, on a quand même une garantie, c'est-à-dire une garantie médiatique, une garantie orale. On a un texte écrit du Premier ministre, c'est-à-dire une lettre de mission, avec des garanties qui sont celles du sans filtre, celles du référendum. Après, on verra. C'est là-dessus, moi je peux pas m'engager parce que ça se trouve dans 3 mois, je me mettrai à votre place et je dirais on m'a pas écouté. Mais aujourd'hui, bah, j'ai des vidéos, j'ai tout ce que vous voulez du président qui nous a dit sans filtre référendum. Et puis s'il nous écoute pas, bah, je fais confiance à la société civile pour être derrière nous. Si on décide de se dire que bah voilà, faut faire quelque chose. Vous êtes nos garants en fait. Et manifestement, cette expérience est quand même observée à l'international. Hein. Donc ça peut peut-être aussi vous servir pour appuyer un petit peu ça vient même, conclusions. Ça vient même répondre aux questions tout à l'heure sur l'international. La France peut pas tout toute seule. Elle peut donner un élan parce qu'elle est très regardée effectivement. Le président, il a quand même un discours très pro-environnemental à l'international. Au national, on l'attend. Voilà, on l'attend. Ils sont lucides, hein, quelque part. Mais on est lucide, et puis de manière totalement en plus apolitique. Justement, la question posée par Béatrice là, concernant le nucléaire. Voilà, là il y a un problème d'énergie, il y a une dichotomie parce que on est quand même dans une énergie qui est extrêmement dangereuse, qui va laisser des déchets. Il y en a partout en France pendant des milliers d'années, mais à côté de ça, on nous la vend comme étant l'énergie qui ne produit pas de CO2. Alors comment vous arrivez à vous positionner par rapport à ça? Parce que c'est vrai que c'est une réelle entrave. Enfin, les gens qui ont étudié la question s'en sont rendus compte depuis des années justement au développement des énergies renouvelables. Parce qu'on met tout le pognon dans le nucléaire et en plus on en perd énormément. On voit bien qu'il est en faillite quasiment aujourd'hui. Effectivement. Alors là-dessus, ça fait partie des points de divergence. Mais comme je le disais tout à l'heure, on les met de côté sur le moment X où ça fait un gros débat parce que l'idée c'est pas de sortir de la salle, de s'engueuler et plus de parler, c'est de dire on y reviendra avec d'autres faits et dans des discussions justement quand on sort par la fenêtre, on re-rentre par une autre fenêtre. On arrive à traiter de ce sujet, en tout cas on en discute. Je dis pas qu'on arrivera à des propositions concrètes parce qu'effectivement tout le monde n'est pas d'accord. Et j'ai des convictions, les 150 ont aussi leurs convictions. Le nucléaire, c'est un gros sujet. Effectivement, notre mandat, c'est les gaz à effet de serre, c'est le climat, et c'est pas la biodiversité, c'est pas l'environnement. On a potentiellement réfléchi à demander un élargissement de notre mandat. Parce qu'effectivement, on a compris, même les questions de l'eau, c'est très important les questions de l'eau, les questions du plastique, les questions, tout ce qui va autour, en fait, toute la biodiversité, la protection de la biodiversité, c'est tous les sujets qui, en fait, ont été mis hors de notre mandat. C'est dommage. On a beaucoup de choses à faire dans notre mandat. C'est pas un manque de travail qui nous pousse à dire on pourrait faire un peu plus. C'est parce que c'est une prise de conscience globale. La question du nucléaire, j'espère qu'elle sera abordée. J'en suis pas certain parce que effectivement on n'est pas d'accord à 150. Et là-dessus, on va rester démocratique parmi les 150. Si ils sont une majorité à penser que c'est pas la priorité, malheureusement, moi je préfère vous le dire. Hein, je suis pas certain qu'il y ait quelque chose. Moi personnellement, je suis normand, vous l'avez bien dit, le parc normand il est ce qu'il est, donc moi ça me rassurerait de savoir qu'on arrive à agir. Notre levier en tout cas, c'est de promouvoir les énergies renouvelables et de pousser avec des taux, c'est-à-dire que si en 2030 on arrive à 60%, en 2040 à 70% d'énergie renouvelable, mécaniquement, avec les économies d'énergie qu'on voudra faire à côté, on arrivera à baisser la part du nucléaire. Mais en tout cas, je suis pas persuadé qu'on arrive à tout ce qu'on voudrait et potentiellement à ce que vous voudriez. Je préfère être honnête. Parce que la question qui a été posée aussi, c'est est-ce que finalement ça fait pas un peu divergence, hein, ça évite de parler du nucléaire, mais quelque part peut-être que la porte d'entrée que vous pouvez avoir, c'est ce qui a été suggéré, c'est justement le fait que même si le nucléaire n'est pas au cœur de ce qu'on vous a demandé, il a un impact très fort sur un autre sujet que vous êtes amené à aborder, qui est celui des énergies renouvelables. Exactement. On peut lui proposer.
C'est ce que je vous dis, c'est le levier qu'on va utiliser, je pense, pour essayer de faire. Mais on ne pourra pas aller aussi loin que certains le voudraient, et j'en fais partie, il faut le dire. J'ai mes convictions aussi. Mais on ne va pas aller aussi loin qu'on le voudrait, je pense, parce que c'est hors notre mandat. Et là-dessus, le président nous l'a rappelé aussi, le sans filtre, il est lié à ce qui est dans notre mandat.